Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Lydia Portis-Guérin avec Jean-Richard Dufour et Philippe Palarès à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parle encore, toujours et enfin de Vladimir avec Lucien dans son journal à 10h50. Suite et fin pour nous de la dernière semaine de l'année, une semaine que les Nouveaux Chemins vous auront proposé de passer en compagnie des moralistes, de Montaigne à Nietzsche dont nous allons parler maintenant, en compagnie comme tous les jours de Louis van Delft et en compagnie aussi depuis Berlin où il coule des jours heureux et savants, c'est-à-dire savoureux, de Dorian Astor, l'ami Dorian Astor, l'excellent biographe de Nietzsche chez Gallimard. Tout ce qui est profond aime le masque. Les choses les plus profondes de toutes ont même en haine images et symboles. La contradiction seule ne serait-elle pas le véritable déguisement sous lequel s'avancerait la pudeur d'un dieu? Question problématique. Il serait étonnant que quelque mystique ne se soit pas risqué à ce genre de choses sur lui-même. Il y a des procédés d'un genre si délicat que l'on est bien inspiré de les ensevelir sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables. Il y a des actes d'amour d'une générosité débordante à la suite desquels il n'y a rien de plus recommandable que de se saisir d'un gourdin et d'en rosser le témoin oculaire. On lui brouillera ainsi la mémoire. Plus d'un est passé maître dans l'art de brouiller et de brutaliser sa propre mémoire pour se venger du moins sur cette unique complice. La pudeur est inventive. Ce ne sont pas les pires choses qui suscitent la pire des hontes. Il n'y a pas que de la ruse perfide derrière un masque, il y a tant de bonté dans la ruse. J'imaginerais volontiers qu'un homme ayant à abriter quelque chose de précieux et de fragile traverse la vie en roulant, mal dégrossi et rebondit, tel un vieux tonneau à vin, verdâtre, cerclé de lourdes ferrailles. C'est ce que veut la finesse de sa pudeur. Qu'un homme ait de la profondeur dans sa pudeur, et ses destinées et ses délicates décisions le rencontreront également sur des chemins où bien peu parviennent jamais, et dont les hommes qui lui sont les plus proches et les plus intimes ne peuvent absolument soupçonner la présence. Son danger mortel se dérobe à leurs yeux, de même que sa sécurité vitale reconquise. Un tel être caché qui, par instinct, a besoin de la parole pour se taire et pour taire, inépuisable pour ce qui est d'esquiver la communication, veut et fait en sorte qu'un masque à son effigie vagabonde à sa place dans le cœur et la tête de ses amis. Et à supposer qu'il ne le veuille pas, ses yeux lui feront voir un jour que c'est malgré tout un de ces masques qui s'y trouve et que c'est tant mieux. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Plus encore, un masque pousse continuellement autour de tout esprit profond du fait de l'interprétation constamment fausse, à savoir plate, de toute parole, de tout pas, de tout signe de vie émanant de lui. Dorian Astor, tout ce qui est profond aime le masque. On a dans cette semaine sur les moralistes, travaillé sur La Rochefoucauld et sur la façon dont La Rochefoucauld faisait la généalogie de nos intentions les plus pures. On retrouve ça également dans le travail de La Bruyère, naturellement. L'idée, évidemment, que si nous étions en mesure de repérer les motifs qui sous-tendent nos décisions les plus vertueuses, eh bien, nous les jugerions différemment. Mais il y a une autre filiation, une autre façon d'élaborer cette filiation entre La Rochefoucauld et Nietzsche, entre les moralistes et Nietzsche, et par conséquent d'inscrire de plein pied Nietzsche dans le cénacle, dans le cercle ouvert des moralistes, c'est, outre son goût pour l'aphorisme, l'idée que, et c'est le paragraphe 40 de Par-delà bien et mal que vient de lire pour nous Jean-Louis Jacopin, tout ce qui est profond aime le masque, le paradoxe d'une profondeur qui culmine tantôt dans la superficialité, tantôt dans la reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas enlever les masques à moins de porter celui qui prétend les avoir tous enlevés, Dorian Astor.
Oui, il y a dans cette idée de masque deux choses très très belles. La première, c'est que la vérité est pudique et que l'idée même de vérité toute nue est non seulement absurde, mais obscène. Ça, c'est la première chose. Et l'histoire de... C'est plus que faux, c'est dégoûtant au fond, hein. Oui, bien sûr, c'est une grossièreté dans le rapport à la vérité, à la passion de la vérité. La deuxième chose qui est intéressante avec le masque, c'est que ce très beau paragraphe 40 de Par-delà bien et mal est un portrait extraordinaire de ce qu'est le philosophe pour Nietzsche. C'est-à-dire que on a un double mouvement. Le philosophe est contraint de mettre des masques. Ces masques lui poussent même tout seul pour dire, à partir du moment où il parle, un masque lui pousse parce que le langage masque cette vérité qu'il a à dire, cette vérité qui par ailleurs, toute nue, ne se dirait pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport très complexe que Nietzsche appelle la pudeur entre l'indicible et ce que l'on dit. Et évidemment, le masque, c'est aussi, et je pense que ça nous intéresse beaucoup pour ce thème des moralistes. Une façon de dire l'indicible. De dire l'indicible et surtout de masquer, c'est-à-dire de créer du style. Qu'est-ce qu'un aphorisme? Qu'est-ce qu'une sentence? Si ce n'est une manière de masquer ce que l'on a à dire, de mettre toute une série d'obstacles qui sont du ressort de l'énigme pythique. Comme disait Héraclite, Apollon est le dieu qui ne cache ni ne montre. Donc il y a dans ce très beau texte à la fois une certaine conception de la vérité qui est développée et une conception du philosophe. Et cette conception de la vérité, cette conception du philosophe repose, et c'est peut-être là pour le coup la valeur ajoutée, ou en tout cas la différence entre Nietzsche et les moralistes, repose sur l'explicitation nietzschéenne d'une ontologie, d'un discours sur l'être, qui, pour le dire rapidement, relevant de l'immanence, nous met face au monde, c'est-à-dire interdisant toute position de surplomb sur le monde, nous met face au monde dans une position d'étrangeté et nous contraint à poser sur le réel l'œil perplexe de celui pour qui le réel apparaît dans toute sa nudité, c'est-à-dire sa valeur énigmatique. Et j'emploie à dessein le mot ici de valeur, Dorian Astor. Oui, absolument. Vous parliez de la valeur ajoutée de Nietzsche par rapport aux moralistes. Ce qui est intéressant... L'ajout de la valeur, l'ajout de l'idée de la valeur. Exactement. En fait. Ouais. C'est-à-dire c'est intéressant de voir le rôle que tiennent les moralistes antiques, grecs et romains, et les moralistes français du XVIIe siècle dans l'œuvre de Nietzsche. Ils sont pour Nietzsche une étape. Ils sont même un axe ou un moment charnière. Tout se joue autour de Humain, trop humain et Aurore, où Nietzsche... C'est-à-dire fin des années 70, début des années 80 pour voilà, Nietzsche. 1878, Ce sont les deuxièmes livres de Nietzsche au fond, puisqu'il y a d'abord La naissance de la tragédie et les considérations intempestives, Humain, trop humain et Aurore, puis Par-delà bien et mal, Le gai savoir, etc. Voilà, période de Humain, trop humain qu'on a appelé un peu bêtement la période positiviste, simplement parce que Nietzsche... redescend de ces hauteurs du génie, de l'histoire monumentale, de l'éternité, de la grandeur, pour aller contempler de beaucoup plus près ce qui est humain et ce qui est donc trop humain. Et on voit dans Humain, trop humain et jusque dans Aurore combien les moralistes sont eux-mêmes une énigme et un point d'interrogation pour Nietzsche, puisque ils sont ceux qui à la fois démasque quelque chose. Nietzsche dit à propos de La Rochefoucauld qu'il met en lumière les noms odieux des mobiles de l'époque. C'est la généalogie de la morale, ça, hein, chez Nietzsche. C'est ce qu'il appellera la généalogie de la morale. Exactement, c'est-à-dire que les moralistes français qu'il lit, donc à peu près 8 ans avant, 8-9 ans, une dizaine d'années avant la généalogie de la morale, lui permettent de franchir le pas entre la philosophie et ce qu'il appelle la psychologie, ou dans Humain, trop humain, l'observation psychologique. Et Humain, trop humain, toute une partie est consacrée à l'histoire des sentiments moraux, pour servir à l'histoire des sentiments moraux. Et c'est à ce moment-là qu'il consacre un certain nombre de paragraphes aux moralistes français et pose la question, voilà, que peut-on faire avec les moralistes français? Ils démasquent quelque chose. En gros, derrière les systèmes philosophiques des valeurs, ils démasquent
ce que Nietzsche à ce moment-là appelle l'observation psychologique, c'est-à-dire en réalité les motifs, au sens les plus forts, les motifs pulsionnels des valeurs morales. Et par ailleurs, ils sont eux-mêmes le masque de quelque chose d'autre qui est un des sommets. La France du XVIIe siècle est pour Nietzsche l'un des sommets du christianisme, c'est-à-dire du nihilisme. Donc toute la question de Nietzsche, et il hésitera beaucoup, et il se fera lui-même des objections, ce sera de dire, voilà, où sont les moralistes? Ils sont à la fois à la pointe de cette aristocratie de l'esprit, qui ne prend pas le temps de démontrer, qui n'a pas d'esprit de système. C'est l'esprit de finesse, au contraire. Ils sont à la fois à la pointe d'une culture, avec un œil, comme dit Nietzsche dans Humain trop humain, toujours à propos de La Rochefoucauld et des autres moralistes, ils mettent régulièrement dans le noir, mais dans le noir de la nature humaine. Ils ressemblent à des tireurs qui visent juste. Et en même temps, ils se demandent toujours si cette observation extrêmement aiguë de la nature humaine, de la nature pulsionnelle humaine, eh bien, est-ce qu'elle est un rapetissement de l'homme ou est-ce qu'elle est la condition de sa libération des valeurs morales? Il se pose ici, en filigrane, au fond, la question de savoir ce que vaut et ce que change une philosophie qui ne se donne pas pour but de changer les choses, de les transformer, mais tout simplement de les interpréter. Ce qui est le propos de Nietzsche. Louis Van Delft, je me tourne vers vous. Dorian Astor a parlé de psychologie. C'est vrai que Nietzsche termine la première partie de Par-delà bien et mal par un éloge de la psychologie en disant que c'était la voie qui reconduisait aux problèmes essentiels. Mais plus encore, Dorian Astor a parlé du lien entre La Rochefoucauld et Nietzsche. Et il faut rappeler, on l'a dit d'ailleurs dans l'émission sur La Rochefoucauld, que le frontispice, j'ai presque envie de dire le fronton de la cathédrale de Maxime, est composé d'un ange qui enlève son masque à Sénèque, rien de moins. Et oui, de la même façon, Nietzsche est aussi un lecteur et un admirateur de Gracián, ce grand moraliste espagnol auquel il faut toujours en revenir. Et c'est de lui que vient toute cette tension autour de la notion de masque et même de persona. Il y a eu... Rappelons que persona, c'est le mot latin pour désigner le masque. Et oui. Celui qui est personne, c'est celui qui porte un masque. Et oui, justement. Il y a là une profonde ambiguïté. Pour nous, modernes, masque est en général quelque chose de négatif. Et c'était souvent le cas pour les démasqueurs classiques, La Rochefoucauld passant pour le modèle de ces sortes de démasqueurs. Néanmoins, on a fait l'apologie du masque aussi, et exactement à la même époque, ce qui montre combien cette époque est riche et contradictoire. C'est ainsi qu'un auteur italien que l'on redécouvre de nos jours, que Nietzsche, à ma connaissance, ne cite pas, c'est Torquato Accetto, dont on a traduit en français avec un succès maintenant renouvelé, la dissimulation honnête. La dissimulation, évidemment, c'est le port d'un masque, mais ce port de masque peut être parfaitement honnête et prudent. Plus honnête, en tout cas, et là on est au cœur de l'histoire, oui. Plus honnête, en tout cas, que l'exhibition de l'absence de masque, que le fait d'être ostensiblement sans masque. Et on en vient ici à la grande alternative entre, allez, pour le dire vite, Rousseau et Nietzsche. Celui qui se flatte de tomber tous les masques et celui qui révèle derrière la figure de celui qui tombe tous les masques, le masque qu'il porte à cet égard. Au fond, la question, Louis Van Delft, Dorian Astor, Louis Van Delft d'abord sur ce point, la question c'est savoir que démasque celui qui démasque, puisque si les moralistes sont des démasqueurs, et si en même temps, en étant des démasqueurs, eh bien ils montrent les masques que nous portons. Si démasquer, ça n'est pas enlever les masques parce que ce serait en mettre un autre, mais montrer le masque que les hommes portent, alors on est là de plein pied dans une alternative philosophique qui oppose véritablement les professeurs de vertu aux généalogistes de la morale, tout simplement. Louis Van Delft. Oui, au cœur de cette problématique qui est complexe mais fascinante, évidemment, il y a la notion si chère aux moralistes de la prudence. Est-ce que la prudence commande que l'on porte un masque ou bien qu'on arrache le masque? Et c'est évidemment une problématique qui nous concerne encore au plus près. Il y a aussi le fait que cette réflexion autour du masque se situe dans une société
qui vit sur la conviction que le monde est un théâtre. Et il n'y a pas de théâtre sans justement le port d'un masque. Maintenant, appartient-il aux moralistes de se rire de ce défilé de masques, de ce jeu de masques, ou bien lui revient-il de initier, et comme le fait Gracian, dans le Criticon plutôt, d'initier ceux qui ne se doutent pas de l'importance du masque dans toute la société humaine, en leur montrant ce qui se passe sous le masque, c'est-à-dire le véritable visage qui, comme celui de Sénèque, est grimaçant une fois que son masque de sage stoïcien lui a été arraché. Grimaçant. Qu'en dites-vous, Dorian Astor, de cette alternative, au fond, entre ceux qui enlèvent les masques au point de montrer que on en porte toujours un, ou celui qui fait profession de n'en porter aucun et qui, à cet égard, oublie justement qu'il porte celui qui les a tous enlevés? Oui, c'est une alternative qui est au cœur du problème nietzschéen de l'écriture et de ce qu'est la philosophie. Il y a chez Nietzsche une conscience très aiguë des nécessités pratiques de la philosophie. C'est-à-dire quand on écrit, quand on dit quelque chose, quel effet veut-on produire et est-ce que toute vérité est bonne à dire à tel moment ? On voit dans les années 1873, au moment des considérations, considérations inactuelles, il arrive à un moment que Nietzsche lâche cet aveu. Il faut éduquer la culture à l'éternité de la grandeur, parce que les doctrines du devenir, si elles sont vraies, en tout cas sont mortelles. Donc on le voit pendant des années freiner, masquer la doctrine de ce qu'il appelle la doctrine du devenir universel, la pensée du devenir, de la pure immanence du devenir. On voit Nietzsche masquer cette pensée sous une pensée de l'éternité, de l'exemplarité du héros et de la grandeur éternelle. Donc c'est une stratégie, au fond, qu'il met en place quand il parle de grandeur. Est-ce que c'est une stratégie pour dissimuler ou au contraire rendre visible, en faisant presque une érotique du devenir masqué par la grandeur, rendre visible ce qu'il semble dissimuler, Dorian Astor, selon vous? Le terme que vous employez, cette érotique-là, cette érotique de la grandeur et cette érotique de la philosophie de manière générale est chez Nietzsche extrêmement importante. C'est-à-dire que... Parce que l'érotisme, c'est le goût du masque, justement. C'est le goût du masque, c'est savoir très précisément ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas, ce que l'on montrera plus tard, ce que l'on ne montrera jamais. Et il y a toute une économie chez Nietzsche de l'écriture, dont participe l'écriture par aphorisme, par sentence ou par pensée au sens pascalien. Il y a toute une stratégie, c'est le terme que vous employez, et il est tout à fait juste, dans chaque œuvre et dans l'évolution même de l'œuvre, où l'on voit Nietzsche se poser à chaque moment la question: bon, est-ce que je vais dire cela ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que j'ai des lecteurs ? Est-ce que j'ai des auditeurs pour ça ? Est-ce que j'ai des oreilles ? Est-ce que j'ai des oreilles pour ça ? Et on le voit bien, on voit bien la différence qu'il y a dans l'audace ou dans l'impudeur entre l'œuvre publiée et cette somme des fragments posthumes de tous ces textes que Nietzsche n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps de publier. Et étonnamment, la grande réputation de Nietzsche comme grand styliste des aphorismes et du fragment, lui vient en réalité, si on regarde bien, beaucoup plus de cette écriture fragmentaire. D'un point de vue philologique, c'était une nécessité, c'est-à-dire de notre connaissance de plus en plus grande de ces fragments dits posthumes. Parce qu'en réalité, dans l'œuvre publiée, Nietzsche, et Dieu sait si toute mon admiration va à Nietzsche, mais Nietzsche n'est pas un si grand auteur d'aphorismes ou de maximes que cela. On voit par exemple les maximes dans Humain trop humain. Elles sont très largement imitées de La Rochefoucauld, parfois avec moins de talent ou moins d'originalité. Et Nietzsche a une tendance très forte, il le sait, une tendance très forte à la prolixité.
Nietzsche, en une dizaine d'années, écrit énormément. On est loin de cette rareté, de cette raréfaction de l'écriture aphoristique. Ou de cette épure aphoristique, hein, Louis van Delft. Vous êtes d'accord avec Dorian Astor sur ce point? Oui. Même s'il y a quand même chez Nietzsche des aphorismes de feu, hein, cinglants. Mais effectivement, il écrit plus longuement. Absolument. Je voudrais signaler qu'au fond, le moraliste est toujours masqué. Et souvent, il se masque par son écriture. On en a eu un exemple avec Montaigne qui veut absolument donner cette impression de sérénité, de tranquillité de l'âme. Et l'écriture lui sert en fait d'appât. Parce que si on le lit avec cette troisième oreille de Nietzsche, on s'aperçoit bien que cette tranquillité est beaucoup plus apparente que réelle. Il me semble que ce n'est pas ce qu'il y a de moins intéressant dans la problématique du masque. Et à cet égard-là, comme cette problématique du masque a étroitement partie liée avec la dissimulation, je voudrais citer cette extraordinaire notation de Rivarol, au sujet du style précisément. 4 lignes de prose ou quelques vers classent un homme presque sans retour. Il n'est pas là de dissimulation. Et ici, évidemment, on peut faire le rapport avec cette dissimulation honnête ou malhonnête dont parlait Torquato Aceto. On va enjamber quelques paragraphes de Par-delà bien et mal, passer du paragraphe 40 au paragraphe 221, Oui. Qui commence par une anecdote et qui s'achève d'une certaine manière en apothéose. Écoutez. Il m'arrive, disait un pédant moraliste et tatillon, d'honorer et de distinguer un homme dénué d'intérêt égoïste. Non pas toutefois parce qu'il est dénué d'intérêt égoïste, mais parce qu'il me semble avoir le droit de servir les intérêts de quelqu'un d'autre à ses dépens. Le tout est toujours de savoir qui il est et qui est ce dernier. Chez un homme qui, par exemple, serait destiné à commander et fait pour commander, la négation de soi et l'effacement modeste ne serait pas une vertu, mais le gaspillage d'une vertu. C'est ainsi que je vois les choses. Toute morale non égoïste qui se tient pour inconditionnée et s'adresse à tout un chacun ne pèche pas seulement contre le goût. Elle est une incitation au péché d'omission, une séduction de plus, cachée sous le masque de la philanthropie et, pour être précis, une séduction trompeuse et une atteinte envers les hommes supérieurs, plus rares, privilégiés. Il faut contraindre les morales à s'incliner avant tout devant la hiérarchie. Il leur faut enfoncer leur présomption en travers de la conscience, jusqu'à ce qu'elles finissent de manière unanime par comprendre clairement qu'il est immoral de dire « ce qui est bon pour l'un est juste pour l'autre ». Et pour ce qui est de mon pédant moraliste et bonhomme, méritait-il vraiment que l'on se moque de lui lorsqu'il rappelait ainsi les morales à la moralité ? Mais il ne faut pas avoir trop raison si l'on veut avoir les rieurs de son côté. Le bon goût veut même qu'on ait un petit peu tort. Ça, c'est fantastique. Le bon goût veut même qu'on ait un petit peu tort et contraindre les morales à s'incliner devant la hiérarchie. Dorian Astor, on ne peut pas faire une émission sur Nietzsche de toute façon sans combattre comme ça quelques malentendus qui viennent se greffer sur sa postérité. Qu'entend-il quand il veut combattre ou contraindre les morales à s'incliner devant la hiérarchie ? Il entend beaucoup de choses. Vous avez raison de dire ou de suggérer que le mot même de hiérarchie nous est devenu absolument inaudible. Il est inévitable de toute façon de combattre les malentendus qui s'agrègent à certains mots employés par Nietzsche, à chaque fois qu'on fait une émission sur Nietzsche d'ailleurs. Absolument. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de Nietzsche, le terme même de hiérarchie est quelque chose que nous ne savons plus entendre. Hannah Arendt le savait déjà, par exemple. Elle longuement analysé ce problème de la hiérarchie et de l'autorité, qui n'est pas la coercition. La hiérarchie, c'est avant tout un ordonnancement du chaos.
C'est-à-dire que nous n'entendons plus le terme de hiérarchie parce que dans la droite lignée de la morale chrétienne relayée par ce que Nietzsche appelle les préjugés démocratiques et l'universalité scientifique, c'est-à-dire l'idée même qu'une une égalité puisse exister réellement, traversée par cette histoire-là, nous ne comprenons plus ce que sont les différentiels, c'est-à-dire les composition. J'emploie ici composition au terme dans le sens où Spinoza l'employait, c'est-à-dire que des éléments se composent et il y a de bonnes compositions et les mauvaises compositions décomposent. C'est ce qu'il appelle les notions communes. C'est ce qu'il appelle les notions communes. La hiérarchie, on pourrait, chez Nietzsche, l'analyser à tous les niveaux. On pense évidemment au niveau politique, c'est-à-dire un modèle aristocratique, mais avant tout, et c'est la chose la plus importante, surtout en articulation avec les moralistes, et là je pense à Montaigne en particulier, c'est-à-dire que ce qui distingue le moraliste du philosophe systématique ou du philosophe moralisant, c'est la notion d'exercice spirituel. Je pense à Pierre Hadot, qui a beaucoup travaillé sur cette notion-là. C'est-à-dire que la philosophie est avant tout une vie philosophique. Comment construit-on... Plus que l'érection d'une norme à laquelle il s'agirait de se conformer pour être tranquille, au fond. Bien sûr, c'est l'exercice nouveau, patient et rigoureux d'un corps et d'un esprit. L'exercice antinormatif de sculpture de soi. C'est de la culture de soi. Et l'exercice spirituel est une manière de mettre de l'ordre dans les pulsions. Au fond, ce que font les moralistes du XVIIe siècle, c'est aussi de mettre de l'ordre dans les pulsions. C'est-à-dire de voir quelles sont les pulsions qui sont au premier plan, celles qui sont au second, celles qui sont plus fortes que d'autres, celles qui finissent par vaincre. Il y a toute une économie pulsionnelle qui deviendra l'interprétation massive de Nietzsche, qui finira par voir la réalité d'un point de vue essentiellement pulsionnel. Il n'y a pour Nietzsche de réalité que pulsionnelle, et cela il pourra le dire grâce au concept de volonté de puissance. Et il se trouve que les moralistes, avec cette observation psychologique, c'est-à-dire démasquer, voir comment s'équilibre la cupidité et le désintéressement, la vanité, la modestie, tous ces couples-là qui fonctionnent en réalité comme autant d'actions, réactions, rééquilibrage, prise de pouvoir, eh bien c'est pour Nietzsche un modèle pulsionnel de hiérarchie des instincts absolument fécond. Donc la hiérarchie, c'est avant tout travailler à composer de telle sorte que les pulsions contradictoires en nous, que les pulsions contradictoires ne créent pas du chaos, c'est-à-dire qu'elles ne finissent par s'annuler, que ce soit dans une équivalence ou dans une anarchie psychique et morale. Anarchie, hiérarchie. De là d'ailleurs la lecture fautive de Nietzsche, une lecture fautive qui serait une lecture libertaire, non pas parce que Nietzsche serait réfractaire à la liberté ou à la libération des mœurs, mais tout simplement parce qu'il n'aime pas l'anarchie ou le chaos, où il repère une forme aussi de castration possible, en tout cas le chaos qui fait encourir le risque de la castration. Louis Van Delft, est-ce que dans le fait que les moralistes comme La Bruyère ou comme La Rochefoucauld, ou même comme Chamfort, d'ailleurs différemment, mais enfin tout de même, donnent le sentiment de remettre 20 fois sur le métier leur ouvrage, cette façon qu'ils ont de ciseler leur sentence. Je pense notamment à La Bruyère et au travail de fond qu'il a opéré sur les caractères, cette façon qu'il a eu de le réécrire, non pas pour y mettre des allongeailles d'ailleurs, comme le dit Montaigne, mais au contraire pour travailler, ciseler son propos. Est-ce que cette ambition-là n'est pas une des façons justement d'illustrer ce que Nietzsche entend par hiérarchie, une fois qu'on a débarrassé ce terme de toutes ces connotations antidémocratiques qui nous le rendent inaudible à l'époque où nous discutons, Louis Van Delft? Si l'on considère qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans ses pulsions, rien n'est plus idoine que l'écriture. Et il me semble que très souvent, c'est justement par la cadence, par l'écriture, par la force aussi du style, c'est le cas chez Nietzsche et chez pratiquement tous les moralistes engagés, c'est ce qui se trouve. Maintenant, il y a un rapport assez évident
entre la dissimulation dont nous avons parlé, entre le fragment qui a été évoqué, le grand théoricien du fragment qu'est ce Torquato Aceto auquel je faisais allusion, explique que c'est précisément parce qu'il veut se dissimuler, se dérober au public, qu'il écrit par fragments. Donc, ceci nous ramène d'ailleurs une nouvelle fois à cette porte d'entrée triomphale que sont les essais dans le... C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on parlait lundi dernier avec Pierre Magnard des essais et donc des pensées de Pascal, puisqu'avec Pierre Magnard on ne peut pas parler de Montaigne sans parler de Pascal à un moment ou à un autre, Pierre Magnard expliquait que la fragmentation de l'écriture pascalienne n'était pas un effet d'une œuvre interrompue au fond, mais était essentiel à saisir, était un des éléments de sa lecture, qui nous dispensait d'ailleurs de lire les pensées dans leur perspective apologétique, au profit d'une lecture quasiment immanente. Je ne sais pas si Magnard aurait employé ce mot-là, mais des pensées de Pascal, Louis Van Delft. Oui, et même de la pensée de Montaigne, avant Pascal, mais enfin, il y a une parenté des affinités électives entre ces deux auteurs, mais il y a cette affirmation souverainement importante de Montaigne, justement, je prononce ma sentence, c'est-à-dire mon propos, par article décousu. Là, on a la métaphore de la couture qui est très importante dans l'histoire de la rhétorique, puisque Montaigne, en effet, procède par saut et gambade. Je prononce donc mon propos. Et Montaigne parle de couture quand il parle de la Boétie. Ah oui. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, on se ressemblait tellement qu'on ne voyait plus les coutures qui nous avaient joints. C'est ça. Mais la métaphore de la couture est importante dans la rhétorique classique, mais même chez un moderne comme le Clésio, qui dit que le travail de l'écrivain est un travail de cordonnier. Il s'agit de rapiécer, de coudre, de remodeler, de découper. Mais donc, pour finir, cette citation capitale, à mon avis, de Montaigne, qui est emblématique pour tout l'art du fragment chez quelque auteur que ce soit, je prononce mon discours par article décousu comme chose qui ne se peut dire à la fois et en bloc. Et ce ne se peut est peut-être le moment le plus important de cette affirmation, parce que c'est viscéralement, on le sent bien, Montaigne ne peut plus écrire comme le préconisaient Aristote et Quintilien, parce que le monde est différent, qu'il y a un soupçon qui pèse sur ce discours lié. Et la même situation se présente chez Nietzsche, qui, après tout, n'écrit pas des traités, et qui est donc un maître du fragment, ce qu'il revendique non sans une certaine fierté. De sorte que Montaigne, en véritable déconstructeur de son époque, l'homme qui cite le plus les anciens est également celui qui rompt le mieux avec leur entreprise, au profit de ce livre baroque que sont les essais. Et à cet égard, Montaigne inaugure une tradition qui culmine avec Nietzsche. On va passer de par-delà bien et mal et de cet héritage stylistique finalement, oui, à la généalogie de la morale, c'est-à-dire à l'application au fond opératoire des découvertes des moralistes, justement de la façon dont travaillent les moralistes, ou dont les moralistes travaillent nos passions et nos bonnes intentions, en montrant comment ces bonnes intentions sont travaillées par des mauvaises pensées. Cette démarche culmine dans la généalogie de la morale, et en particulier dans la première dissertation de la généalogie de la morale, et en particulier d'ailleurs dans le paragraphe 11, dont Jean-Louis Jacopin nous lit tout de suite le début. Écoutez. Tout à l'inverse de ce qui se passe chez le noble, qui conçoit la notion fondamentale de bon d'emblée et spontanément, c'est-à-dire à partir de soi, et de là se crée une représentation du mauvais, ce mauvais d'origine noble et ce méchant tiré du chaudron de la haine inassouvie. Le premier est une création après coup, un à côté, une couleur complémentaire, tandis que le second est l'original, le commencement, l'acte véritable dans la conception d'une morale d'esclave. Quel contraste entre les deux termes mauvais et méchant, opposés en apparence à la même notion de bon. Dorian Astor, c'est magnifique ça, et c'est essentiel de le comprendre. Cette différence qu'on établit entre le mauvais et le méchant. La façon dont le méchant, justement, est chez Nietzsche, une invention du faible qui n'est pas à sa hauteur, Dorian Astor.
Oui, c'est un texte extraordinaire. De manière générale, la généalogie de la morale travaille C'est sur prodigieux, la généalogie de la voilà, morale. sur les notions de bien et de mal, c'est-à-dire les invalide totalement au profit des notions de bon et de mauvais, ce qu'avait fait Spinoza, entre parenthèses. Il y a un double mouvement, c'est-à-dire que non seulement on commence, ce que dit Nietzsche au fond, c'est que dans l'opposition bon-méchant, il y a deux manières de procéder. Soit on commence par définir la méchanceté de l'autre, par quoi on va pouvoir se considérer par conséquent bon. Tu es méchant, donc je suis bon. Une autre manière de dire je souffre donc je suis bon, ce qui va déjà grever la notion de bonté, de la souffrance. Et cette manière aristocratique de dire je suis bon, la question ne se pose pas, et de poser à chaque fois la question qu'est-ce qui est mal, c'est-à-dire traduit en termes aristocratiques, qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Et évidemment, cette simple question, qui, je le répète, est aussi une question spinoziste, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, invalide totalement l'ensemble du système de la morale. Par-delà bien et mal, ce saut qu'on va faire au-delà de l'idéalisme philosophique et chrétien qui oppose le bien et le mal, en réalité, cette seule question, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, fait exploser très vite l'ensemble. Trois points. Allez-y, pardon. Oui, je vous en prie. Non, je précise que vous êtes en duplex depuis Berlin et que par conséquent, je ne peux pas vous faire un signe de la main. Allez-y, Dorian, allez-y. Faites-moi un signe de la voix. Je disais juste 3 points là-dessus. 3 points là-dessus. La différence entre négativité et positivité, au fond, on commence par la positivité chez Nietzsche. Nietzsche n'est pas un destructeur, ou s'il l'est, c'est après coup, si j'ose dire. Il s'agit pour Nietzsche de penser la position de valeur, puis l'exposition de la valeur de ces valeurs, ça c'est le premier point. Par-delà bien et mal, voilà qui ne veut pas dire au moins par-delà bon et mauvais, ça c'est le deuxième point, et c'est dans la généalogie de la morale qu'il le dit. Et puis enfin la critique d'une normativité immanente au phénomène, au fond, l'idée qu'il n'y aurait pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des phénomènes. Autant de leçons, Louis Van Delft, qu'il tire malgré tout, non seulement de Spinoza, naturellement, et de l'ontologie spinozienne, mais également des grands aphorismes des moralistes, là encore. Oui, je voudrais signaler simplement que nous avons tendance, mais ça a bien des aspects positifs, évidemment, à considérer que tous les moralistes sont de cette qualité-là. Il faudrait bien préciser que les auteurs dont nous parlons sont des exceptions. Et qu'ils donnent, si on s'en tenait à eux, une image en pleine distorsion de l'âge classique et même du XIXe siècle aussi, comme d'époques encore plus proches de nous. Il y a beaucoup de charbon autour des diamants. Ah, il n'y a que ça. Oui. Il y a beaucoup de minores, c'est ainsi qu'on les appelle, pour ne pas les minorer trop, malgré tout, mais enfin, pour un Nietzsche, pour un Schopenhauer, pour un La Rochefoucauld, pour un Pascal, il y a des milliers de pieds plats. Et donc, je serais heureux que cette série d'émissions soit l'occasion de faire prendre conscience aux auditeurs à quel point le rendez-vous avec ces exceptions que sont les auteurs dont nous parlons est capital. On peut dire que c'est un rendez-vous qu'il aurait proposé et que passer à côté de ces rencontres, eh bien, ils risquent de le payer chèrement toute leur vie. Tandis que peu de bonheurs sont aussi grands que la plénitude stylistique ou la plénitude de sens des auteurs qui sont là. Mais n'oublions pas que ce sont de grandes et bienfaisantes exceptions. Un moraliste, demande Nietzsche, n'est-il pas le contraire d'un puritain? C'est le paragraphe 228 de Par-delà bien et mal. Un moraliste n'est-il pas le contraire d'un puritain? En tant que penseur qui considère la morale comme problématique, comme suscitant des points d'interrogation, bref, comme problème. Moraliser, ne serait-ce pas immoral, Dorian Astor?
Oui, un moraliste n'est-il pas le contraire d'un puritain? C'est au fond exactement ce dont parlait à l'instant Louis van Delft, c'est-à-dire qu'il y a les très grands et tous les minores. C'est-à-dire que, et Nietzsche y reviendra souvent, il en parle des humains trop humains. La ligne de crête qui sépare le moraliste au sens où il l'entend, c'est-à-dire c'est très grand et très rare, c'est majoresse, et toute cette foule de moralistes mineurs, eh bien, c'est exactement la ligne de crête qui partage ceux qui euh, posent le problème de la morale et ceux qui vont Qui font la morale. qui font la morale, y compris les immoralistes. C'est-à-dire que Qui on entend par immoraliste? Parce que c'est une expression que Nietzsche reprendrait à son compte pour se désigner lui-même. oui, alors Il ne évidemment, faut pas se tromper là. c'est très compliqué. On peut être un moraliste immoraliste. C'est une manière. Au fond, il en parle dans Le Voyageur et son ombre. Dans Euh, Humain trop humain, donc à la fin d'Humain trop humain. voilà, dans cette deuxième partie qui vient un an après de Humain trop humain, il dit voilà, il faut pas confondre ceux qui posent le problème de la morale et ceux qui se contentent de montrer du doigt et de dire ah voilà les imposteurs. On n'a pas tout dit une fois qu'on a dit oh celui-ci se donne pour généreux, en fait il est vaniteux, oh celui-ci se donne pour modeste, en fait il est prétentieux, etc. Il ne suffit pas de juger et de condamner, fût-ce la morale. Et ça, c'est très important parce qu'en ce sens, Nietzsche est un véritable philosophe. C'est l'intérêt de la citation que vous donniez à l'instant, c'est-à-dire que l'important, c'est de poser un problème. Or, poser un problème, c'est le contraire de faire système. Mais ça, c'est extraordinaire parce que, mettons qu'il y ait deux ennemis. Ceux qui considèrent qu'il y a une morale inconditionnée, un bien et un mal, dont on ne discute pas. Donc ça, c'est ennemi numéro un, ennemi en chef, l'ennemi grossier, si j'ose dire, l'ennemi métaphysique plébéien pour Nietzsche. Et ennemi numéro deux, le penseur du soupçon, celui qui soupçonne tout au fond, celui qui dépose sa méfiance ou sa défiance à l'endroit de toute chose. Et dans le même temps, Nietzsche vante les grandes puissances, les grandes natures généreuses capables justement de poser des valeurs. Et dans le même temps, Nietzsche est également ce que Foucault appellera à juste titre lui-même un philosophe du soupçon, Dorian Astor. Bien sûr, le soupçon, cette école des soupçons, c'est la manière dont il définit lui-même son travail autour de Humain trop humain, qui est un travail de moraliste, d'observation psychologique. Encore une fois, n'est qu'une étape, c'est-à-dire que on parlait du terme d'immoraliste qui est chez Nietzsche compliqué parce que immoraliste, ça veut dire renverser toutes les valeurs. Renverser une valeur, ça ne veut pas dire produire un monde sans valeur. Ça veut dire remettre sur les pieds ce qui était sur la tête. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'absence de valeur, il ne s'agit pas d'absence de morale, il s'agit de reconsidérer entièrement le processus même de création des valeurs. Et c'est pourquoi la grande différence entre la morale des maîtres et la morale des esclaves, c'est ce rapport entre ce qui est premier et ce qui est second, c'est-à-dire est-ce que en créant une valeur, je la mets au-dessus de ma tête au point que j'en suis infiniment écrasé et que j'oublie que j'en suis l'auteur et le créateur, ou bien est-ce que je crée des valeurs, ce qui ne veut pas dire que je n'en crée pas pour faire ce que j'ai envie de faire, ou bien est-ce que je crée des valeurs en étant conscient à tout moment que je suis le démiurge de ma morale, que je suis en train de créer un monde. Et cette morale nietzschéenne-là, que j'appellerais plus volontiers une éthique, puisqu'elle concerne le bon et le mauvais. Hein, le bon et le mauvais. Plus que le bien et le mal, oui. Les manières de vivre, hein, voilà, l'exercice spirituel dont on parlait. Nietzsche est un auteur profondément moral de ce point de vue. Et cette charnière du nihilisme, de la destruction, de l'immoralisme, des attaques extrêmement virulentes contre la morale des esclaves, c'est vraiment le chat étroit de l'aiguille par lequel il faut passer pour l'inversion des valeurs. Louis van Delft,
Est-ce qu'on ne retrouve pas derrière cela, justement, derrière cette nouvelle position de la morale, cette façon de créer une morale, c'est-à-dire de n'être pas dans une logique exclusivement destructrice, voire même seulement généalogique d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une intuition chère à La Bruyère, dont on a peu parlé encore hein, dans cette émission sur Nietzsche, et dont il faut savoir pour autant que La Bruyère fait au grand le procès de n'être pas à la hauteur du rang qu'il devrait avoir. Les caractères de La Bruyère effectuent ce partage entre le respect qui est dû aux grands et l'exemplarité qui doit être celle des grands. Eh bien, justement, c'est le moment de rappeler que Nietzsche a une sorte de vénération pour les moralistes français de l'âge classique, qui peut-être à certains égards sont ses véritables maîtres. Et voici en quels termes il leur rend hommage. Les Français peuvent s'enorgueillir comme d'un patrimoine bien à eux dans la littérature, d'une sorte de musique de chambre dont on chercherait en vain un autre exemple dans le reste de l'Europe. Et ailleurs, il dit, quand on lit Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fontenelle, Vauvenargues, Chamfort, leurs livres s'élèvent au-dessus des variations du goût national des nuances philosophiques. Chaque livre croit devoir scintiller maintenant pour devenir célèbre. Ils contiennent plus d'idées véritables que tous les ouvrages de philosophie allemande ensemble. Eh bien, ce que les moralistes français, j'espère ne pas trahir la pensée de Nietzsche, apporte de si précieux, à mon avis, c'est un don double. D'une part, et ça nous avons eu tendance peut-être un peu à le passer sous silence, les moralistes ne sont pas toujours des philosophes dans un sens aussi élevé que nous donnons à le penser. Ce sont des maîtres de vie, ce sont des guides de vie, ou comme dira Joseph Hall, le trop oublié, directors of lives. Ce sont des gens qui nous guident pas à pas. Voyez La Fontaine, bon, et voyez ce rapport qui s'instaure. C'est le grand absent de cette semaine. Hein, le grand absent, mais je crois que vous lui avez consacré aussi une semaine entière, et il le mérite bien. Malheureusement non, mais quelques émissions. Mais il le faudra, parce que, réflexion faite, je crois que parmi les moralistes français, c'est le plus grand. Mais il l'est notamment parce que nul n'a mieux illustré cette relation qui s'instaure entre l'écrivain moraliste et son lecteur, qui est une relation confiante, fraternelle, d'aîné à cadet. Et La Fontaine le dira, j'aurai peut-être l'occasion un jour de le citer, mais enfin, lorsqu'il dit de ses fables que ces badineries ne sont telles qu'en apparence, et qu'en réalité, elles pourvoient le nouveau venu d'une connaissance de ce qu'il attend sur le théâtre du monde, que seul le moraliste se croit à même de lui prodiguer. Donc c'est un expert, et avec tous les pièges que cela lui tend à lui-même, parce que, qui se croit vraiment expert, mais ce n'est pas le cas de La Fontaine, pouvoir peut-être dire le dernier mot sur la vie et sur la conduite de la vie, mais enfin, ceci est simplement pour rappeler que grâce à la musique d'une part, sur laquelle Nietzsche a tellement insisté, grâce à la beauté, grâce à l'esthétique, donc à la musicalité, à l'harmonie, et d'autre part, grâce à cette familiarité qu'il instaure entre lui et ce nouveau venu, comme dit magnifiquement La Fontaine, qu'il initie, eh bien, en effet, on peut peut-être qualifier les moralistes français de philosophes de la vie, mais de philosophes très accessibles. Il faudra, j'y pense à vous entendre, consacrer une semaine à La Fontaine. Ce sera pour moi le cas peut-être dans une autre vie ou une autre année, car l'émission que nous enregistrons est, en ce qui me concerne, la dernière. Je voudrais juste, d'ailleurs, à cet égard, Dorian Astor, et je suis content de le faire, vous donner tout simplement le mot de la fin. Ou le fin mot, débrouillez-vous. Le véritable fin mot serait merci, Raphaël. Et pour rester dans le thème de cette émission, fut-elle la dernière, juste rebondir très rapidement sur ce que dit Louis von Delft. Effectivement, il faudrait une semaine sur La Fontaine. Et ce qui le rapprocherait, ce qui serait intéressant comme rapprochement entre La Fontaine et Nietzsche, c'est ce même, outre cette notion de vie, de maître de vie, d'aîné à cadet, c'est l'idéal épicurien du jardin.
Il y a vraiment cet idéal chez Nietzsche du vivant caché. Il faudrait pour cela donner à lire le passage que Nietzsche consacre à Épicure, c'est dans Humain trop humain, c'est dans Humain trop humain. Je n'ai pas Humain trop humain sous la main, et par conséquent, comme le dernier mot, le véritable dernier mot, revient à Nietzsche, c'est-à-dire aujourd'hui à Jean-Louis Jacopin qui nous a accompagnés toute la semaine, on va lire ensemble, à l'intention de nos auditeurs et comme un dernier cadeau, le paragraphe 29 de Par-delà bien et mal. Écoutez. Il n'appartient qu'au plus petit nombre d'être indépendant. C'est un privilège d'effort. Et qui s'y essaie, même nanti du droit le plus strict, mais sans y être contraint de toute nécessité, prouve par là qu'il n'est probablement pas seulement fort, mais encore téméraire, jusqu'à l'exubérance. Il s'engage dans un labyrinthe, il multiplie par 1000 les dangers que la vie en soi apporte déjà avec elle, dont le moindre n'est pas que nul ne puisse voir de ses yeux comment et où il s'égare, se retrouve seul et se fait mettre en pièces par quelque minotaure hantant les cavernes de la conscience. À supposer qu'un tel individu périsse, cela adviendra si loin de la compréhension des hommes qu'ils ne pourront ni le ressentir, ni compatir. Et il ne peut plus revenir en arrière. Il ne peut même plus rallier la pitié des hommes. Voilà, les moralistes, c'est fini. On s'approche du terme de cette ultime émission et ultime édition du journal des Nouveaux Chemins. En votre compagnie, Adèle, bonjour. Bonjour, oui, voilà, s'achève aujourd'hui cette semaine que nous avons consacrée à Jean Kelevitch à l'occasion de la réédition de la totalité de son œuvre au Puf et chez Flammarion. Aujourd'hui, on termine cet entretien avec Lucien Gerfagnon, qui nous a accompagnés toute cette semaine, et on termine en beauté, puisqu'aujourd'hui, nous parlons d'art. Bonjour Lucien Gerfagnon. Bonjour Adèle. C'est la dernière fois que nous nous saluons puisque c'est le dernier jour de nos entretiens. Mon Dieu, comme le temps passe. Le temps passe vite et nous arrivons donc au terme de ces entretiens sur Jean Kelevitch que vous avez bien connu, avec qui vous avez travaillé et auquel vous avez consacré. Et qui n'est pas mort. Et qui n'est pas mort, c'est ce que vous nous prouvez chaque jour de cette semaine. C'est un air qu'il se donne, il est toujours en moi. Il est un thème que nous n'avons pas encore abordé cette semaine et qui pourtant est très très important dans la pensée de Jean Kelevitch et même qui souvent vient en premier chez des gens qui n'ont pas forcément lu Jean Kelevitch mais qui le connaissent au moins de réputation, qui connaissent certains textes. C'est le thème de l'art, de l'esthétique, puisqu'on sait que Jean Kelevitch était un grand connaisseur de musique, beaucoup plus qu'un mélomane, et un praticien de la musique. Voilà. Et pourtant, il en est du beau, écrivez-vous, il en est du beau comme du bien. Il ne se prévoit pas, il s'entrevoit. C'est de même qu'en morale, on ne peut pas vraiment définir le bien, mais il nous faut avoir envie de faire le bien pour être vertueux. De même, en art, on ne peut pas définir le beau, mais parfois, on l'entrevoit, on le saisit par instant bref. Voilà. La musique, par exemple, je dirais qu'elle ne fait que passer. Un morceau que vous écoutez, eh bien, il est là un instant et il est, on peut dire, comme le monde, comme votre propre vie. Votre propre vie dont vous savez qu'elle ne dure qu'un instant dans l'éternité, eh bien, ce morceau, chaque note de ce morceau ne fait que passer. La musique ne fait que passer dans votre âme, de même que la beauté d'un tableau, vous êtes ébloui et vous savez que vous le serez peut-être encore un jour, ébloui. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est votre propre présence à l'art. Et ce qu'il faut apprendre aux jeunes, par exemple, quand on en est responsable, c'est à être disponible, attentif, non pas une fois pour toutes, mais toujours. Exactement comme la vertu, ça n'est pas ce qu'il faut faire tel jour, à tel moment, mais c'est le propos de toujours faire ce qu'il y aura à faire et pour le mieux. Alors, mais peut-on dire que la beauté est à l'art, ce que l'amour était à la morale, dont on parlait hier, puisque
l'art nous donne, encore une fois, le temps d'un éclair, de manière très très subreptice, le pouvoir d'anticiper ce quelque chose de tout autre dont personne ne peut donner l'idée à personne. On a là encore cette présence de quelque chose à la fois d'évanescent, d'insaisissable, mais qui a un caractère absolu. Votre analogie A sur B égale C sur D est effectivement exacte, à mon humble avis. Comment expliquerait-on ce trouble en nous, c'est cette secousse terrible quand nous entendons pour la première ou pour la 217e fois tel morceau que nous aimons. Ça peut être le lac des Cygnes qui est une splendeur, n'est-ce pas? Ça peut être une toccata de Bohemond. Ou la sonate de Vinteuil. Ou la sonate de Vinteuil, bien sûr. Parce que tout à coup, c'est absolu dont vous savez que vous ne pouvez parler parce que vous le dissolvez en bafouillage, cet absolu, il est là tout à coup présent. La musique, l'art, etc., ce sont autant, la danse pour ceux qui en sont capables, etc., c'est autant de présences qui nous font deviner que c'est à chaque instant le surgissement du monde. C'est une image du surgissement de ce monde que nous ne voyons jamais que plat, d'autant d'ailleurs que beaucoup ne le voient jamais, ne voient jamais surgir. Nous retrouvons là l'intuition de la contingence dont nous sommes partis il y a de ça lundi dernier. Oui, nous retrouvons cette intuition de la contingence et à chaque instant nous nous demandons, c'est pourtant vrai, c'est là. Et en voyant danser telles ces filles ou en écoutant la toccata ou en guettant la troisième entrée de la fugue, par exemple, on s'attend à... Mais c'est vrai, tout à coup, bien que connaissant la fugue à fond, nous savons que là, c'est la troisième entrée au pédalier et nous suivons ce mouvement. Si bien que la musique serait une manière peut-être optimale de produire cet émerveillement. C'est de la métaphysique. Voilà, c'est ce qu'on disait donc lundi dernier, l'émerveillement propre à la métaphysique. Et là encore, la présence de la métaphysique, elle est absolument partout. Quand on s'en donne la peine, on peut la découvrir absolument partout, parce que rien n'est jamais plus et ne sera plus jamais évident pour nous. Pour Jankélévitch, rien n'était jamais évident. C'était à chaque instant que le monde surgissait. Et c'était d'ailleurs ce qui peut-être nous avait rapprochés. Il savait que j'avais eu cette intuition dès mon âge de 4 ans, d'un univers qui surgit. Et tout à coup, ça se mettait à être là. Avant, j'étais le bébé lambda, etc. Puis tout à coup, je m'apercevais que j'existais. Je ne savais pas encore dire ça, mais il y a quelque chose qui s'était produit et qui ne s'est jamais banalisé. Merci Lucien Gerfagnon d'avoir passé toute cette semaine avec nous. Merci à vous, chère Adèle. Ce fut un bonheur. Et je pense que nous ne pourrons jamais assez encourager les auditeurs à lire et relire Vladimir Jankélévitch, dont toute l'œuvre est rééditée en ce moment chez différents éditeurs. Merci Adèle, merci à tous. Retrouvez cette ultime émission de l'année sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent bien sûr le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois, ainsi qu'une bibliographie savamment construite et pensée par Julien Tricard. Pour la première fois depuis l'an dernier, je ne vous donne pas rendez-vous lundi prochain, puisque c'est les vacances, figurez-vous, et c'est la grille d'été sur France Culture. Je ne vous donne pas non plus rendez-vous en septembre, puisque cette fois-ci, je serai moi aussi derrière ma radio, à écouter Les Nouveaux Chemins, animés par Adèle Van Rett du lundi au jeudi, et par Philippe Petit le vendredi. Voyez, vous ne perdez, chers auditeurs, qu'un serviteur infiniment reconnaissant, et je suis impatient de vous entendre, Adèle, aux commandes d'une émission que vous embellissez déjà depuis longtemps, et dont, comme vous, désormais, je n'étais que le porte-parole, ultima verba, en ce qui me concerne, comme disent les
les latinistes qu'on me permette d'achever cette émission par la plus belle des citations, qui clôt le très beau livre de Vladimir Jankélévitch, précisément sur Bergson. Il dit ceci: « Rendez l'exercice de leur liberté aux défunts que nous sommes tous, aux automates fascinés par le lac obscur, aux morts vivants de la défaite quotidienne. Donnez-nous de ne pas retomber dans les profondes ténèbres. Donnez-nous à la fois la quiétude du devenir et l'ivresse de la liberté, la durée sage et la minute heureuse, la paix de ce soir et la joie de ce matin. » Voilà, je ne vous en souhaite pas moins, c'est fini pour moi, ça commence pour vous, comme dirait Guitry, auditeurs invisibles, je vous salue et je vous remercie. Bonjour Adèle, au revoir à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Je vous souhaite bon vent.